Oui, donc j'ai adhéré à l'APA en 2009, comme je disais, et bon, j'étais simple membre. Je me rappelle plus quand, un jour, Bernard Massy, donc, il m'a donné rendez-vous dans un bistrot près de Montparnasse, et c'était de rentrer au conseil d'administration. Je me suis demandé pourquoi. Et il m'a fait venir là-dedans, il m'a confié une tâche au départ de m'occuper de la page Facebook. Après, on m'a demandé une tâche plus intéressante qui était de mettre à jour la base de données sur les textes déposés à l'APA, avec Michel Bord notamment. Là, ça m'a bien plu. Le problème, c'est que je suis débordé entre mes activités, ce que j'ai développé d'écriture et de tout ce qui concerne le travail autour de l'écriture, c'est-à-dire d'archives, de documentation, tout ce travail-là. Et j'ai l'impression à chaque fois de ne pas pouvoir répondre aux exigences, aux besoins de l'APA. Je me suis acquitté tant bien que mal, mais voilà, j'avais pas l'impression d'apporter grand-chose par ma présence au conseil d'administration, à part du coup par coup. Et il y a 1 an ou 2, je voulais pas renouveler mon mandat. Et là, tout le monde m'a dit « Ah non, Malcolm, tu restes. » Je suis resté parce que tout le monde voulait que je reste. Et puis je me suis dit, au moins, si j'apporte pas quelque chose de très concret, j'espère que j'apporte un peu d'humour dans les réunions. L'humour étant pour chez moi bien souvent une façade, mais je crois que ça sert à cacher tout ce que je trimballe derrière et que j'essaye de jeter noir sur blanc maintenant. Je me suis plongé dans l'autobiographie, mais j'ai mis très longtemps à commencer à écrire, en fait, en me demandant d'ailleurs, est-ce que je sais écrire ? Et je raconte dans cette introduction à mon autobiographie que je m'interroge là-dessus. Est-ce que je sais écrire autre chose que des rapports techniques ? Apparemment, on m'a rassuré, on m'a dit que ce que j'écrivais était lisible, donc c'est déjà bien. Et donc je me suis lancé seulement en pratique à la retraite, en 2012. Il a fallu que je me fasse une discipline. J'ai réussi à pondre le début de mon autobiographie. Je dis bien le début parce que le projet est beaucoup plus vaste. Donc j'ai fait ce préambule qui présente en fait pourquoi j'en suis arrivé à mon désir d'autobiographie. Voilà le début, quand je suis encore cloîtré dans mon ancienne maison, là, ici à côté. En plein hiver, je me suis mis à écrire et j'ai fait un plan de ce que j'allais écrire, magnifique, avec toutes les différentes parties de ma vie. En fait, tout est là en résumé. Mais maintenant, il faut développer, il faut raconter. Ça, ce sont mes lieux de vie. J'en ai fait une carte avec la Suisse, le pays où je suis né, l'Écosse où j'ai vécu, la France et tous les pays où j'ai vécu en Afrique. Donc ça, c'est mon intro. Le premier chapitre, c'est pas un premier chapitre, c'est le chapitre 0, où là, je raconte comment moi je suis arrivé dans le paysage. Ça s'appelle Chronique d'un naufrage annoncé, parce que ça s'est pas fait. Donc l'histoire de ma famille n'est pas un long fleuve tranquille. Donc voilà, j'écris ce long chapitre 0 qui raconte l'histoire de la rencontre de mes parents jusqu'à mon arrivée en ce bas monde, avec tout ce dont on dispose comme document. Et puis je me suis lancé, après, j'ai normalement une vingtaine ou une trentaine de chapitres à écrire. Donc j'ai fini le chapitre 1, j'ai commencé le chapitre 2, mais je suis un petit peu en panne, comme on peut dire. Et entre-temps, je me suis mis à écrire d'autres choses que ce simple déroulé chronologique de ma vie. Parce qu'il y a eu des événements qui m'ont fait aborder mon autobiographie d'une autre façon. Et notamment avec ce texte que j'ai déposé aussi à l'APA. Donc ça, j'ai déposé en 2015, je crois. D'accord. Et puis celui-ci, ça doit être 2017 ou 2018 peut-être. Je l'ai appelé « Chacun à sa façon » pour rappeler le titre de l'autofiction de mon père, In His Fashion, qui veut dire « à sa façon ». Donc je me suis mis à écrire ce texte en utilisant une forme bien particulière, qui est celle d'utiliser un double de ma personne, qui s'appelle Callum Skelton. Dans le livre de mon père, le héros s'appelle Skelton. Oui. Et Skelton, c'était le vrai nom de mon grand-père paternel qui, lorsqu'il est arrivé en Écosse et qu'il a épousé ma grand-mère, a changé de nom pour une raison dont on ne connaît pas bien. Et du coup, ce qui m'a un peu perturbé en lisant ce livre, c'est qu'il n'y a que 6 enfants. Mon père n'a que 6 enfants, et moi, je suis le 6e, mais il y a un 7e.
Et quand il décrit le 6e, en fait, il décrit le 7e, et moi, je n'existe pas. Donc ça m'a un petit peu perturbé. Je me suis longtemps posé la question pourquoi j'avais été évincé de ce texte. Je m'en suis remis, mais quand même, ça interroge. Et du coup, il fallait bien que je le crée, moi, le skeleton qui manquait. Donc je me suis inventé ce nom, Callum, qui est en fait le noyau étymologique de Malcolm, le fils de Callum. Donc c'est Callum Skelton qui interroge Malcolm. Donc je me suis beaucoup amusé avec ça. J'en ai fait comme un entretien, une interview de Malcolm qui raconte son histoire. Ce texte, donc, qui traitait de nos relations un peu dégradées, pour utiliser un euphémisme, avec certains de mes frères et sœurs. Donc j'adressais à mes frères et sœurs, mes neveux et nièces, mes enfants, et puis donc Nicole, bien sûr. Mais surtout, j'ai écrit « Vous tous, à 2 exceptions près, portez ou avez porté dès votre naissance un nom, Saunders, qui n'est pas vraiment celui de quelqu'un, et ne devint le vôtre que par le hasard et le choix d'un mystérieux grand-père, arrière-grand-père, Mr. Edward Ted Luther Skelton, de son état civil initial, alias William Saunders, qui décida un jour de changer le sien pour une ou des raisons pas encore bien déterminées à ce jour. » Quand j'ai eu fini ces 3 petits textes que j'ai déposés et que je me suis dit, arrivé à la fin du chapitre 1, j'étais déjà à la page 200, je me suis dit, mais là, ça va faire 2000 ou 3000 pages. Donc j'ai commencé un petit peu à paniquer. Je me dis, il faut que je trouve un moyen de résumer ma vie. Et du coup, n'y arrivant pas, j'ai fait appel à une retraitée de l'éducation nationale qui est écrivain public. Au début, elle va directement au vif du sujet, c'est-à-dire mon enfance, les parties difficiles de mon enfance et mes évitements. Je suis tellement dans le fait que je ne veux pas parler des faits qui mériteraient peut-être qu'on les développe un peu plus. Et donc voilà, ce pavé, c'est la transcription. Là, il y a 300 pages, mais je pense qu'au total, ça va pouvoir faire 400 ou 500 pages, que j'illustre avec des photos. Et j'ai à cœur d'aller au bout de ce travail-là. Donc ça, c'est un aspect de ce que je veux faire en termes d'essayer de cerner l'essentiel de ma vie. Je ne sais pas si on y arrive parfois. Et le deuxième, qui est du même ordre, mais qui dans sous une toute autre perspective, c'est ce que j'appelle ma transhumance mémorielle. J'ai eu le projet en 2018 de traverser la France en partant de Suisse. Moi, je suis né en Suisse. Je voulais partir de mon lieu de naissance et arriver à mon lieu d'habitation qui sera peut-être, je l'espère, quelque part, celui de la fin, en passant par des lieux signifiants où j'ai vécu dans mon enfance, notamment dans Lyon. J'ai commencé à marcher l'année dernière, et même avant, j'avais fait déjà une petite partie de ce parcours. Au départ, je voulais faire le parcours d'une traite, mais tout ce qui s'est passé à la fois dans ma famille, les décès, et pour finir la crise sanitaire. Donc je veux marcher, et je veux raconter. Pendant cette marche, je veux parler à mes petits-enfants. Toujours la pluie, mais à l'approche. Et c'est toujours aussi beau, faut bien le dire, et tranquille. Bon, ben, juste pour voir la tête que j'ai à la fin de la journée, en arrivant sur Frangy, quelques centaines de mètres. Toujours les plus dur, mais enfin, c'est bon de savoir qu'on arrive. Voilà, j'y suis. Enfin, j'espère qu'il n'arrive rien avant d'entrer. Donc, il va falloir faire la grimpette par le haut pour éviter l'obstacle du torrent. Et là, franchement, j'ai un super point de vue. En sérieux, là, j'ai eu un peu les chocottes. Je me voyais reparti dans la montagne. Et j'ai trouvé le passage. Et ça passe sur la cascade. C'est la folie. J'avance. Indiana Jones. J'y croyais pas. Je pense que j'aurais pas pu passer ça à pied. Hein. Et là, il y a une passerelle. Miracle. Merci maman. Je vais essayer de pas me casser la gueule là. En direct. J'espère qu'on retrouvera mon smartphone. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Je sais pas si vous avez vu, mais c'est impressionnant.
Et je finis le passage de la passerelle. Nom de nom. Alors ça méritait d'être vécu, je vous dis. Les petits barbelés, des fois qu'on essaye de se rattraper si on tombe. Et là, du goudron, putain, la civilisation. Oh que ça fait du bien. Je veux leur raconter non seulement la marche que je suis en train de faire, mon parcours pédestre, comme je l'appelle, mais aussi mon parcours terrestre depuis ma naissance. Et je veux rattacher à chacune de mes étapes de la rando pédestre, je veux rattacher une année de ma vie. Donc faire année par année. Donc ça, j'ai commencé aussi. Là, je m'adresse vraiment à mes petits-enfants. Donc à chaque fin d'étape, j'associerai ma date anniversaire à 1 an, à 2 ans, et j'essaierai de résumer là en quelques mots qu'est-ce qui s'est passé de 0 à 1 an, de 1 an à 2 ans, de 2 ans à 3 ans. Donc là, c'est aussi un projet synthétique. Qu'est-ce qu'on retire d'essentiel de sa vie, quoi. Oui, je crois que l'APA apporte énormément à ceux qui y entrent. Ils y entrent pour tout un tas de raisons extrêmement variées. Moi, j'ai raconté comment j'y étais arrivé. C'était naturel d'arriver là, mais ce qui était peut-être pas forcément naturel, c'est de s'y sentir aussi bien que je m'y suis tout de suite senti. Les gens à l'APA sont concernés naturellement par la vie des autres. Et lire les textes, en faire les échos, etc., je trouve que c'est extraordinaire. Et toujours en sympathie, comme on dit. Et ça, c'était très fort. Moi, j'en avais besoin. J'étais un petit peu inquiet, mais tout de suite, je me suis senti à l'aise dès la lecture. Ils m'ont facilité la poursuite de ce travail de réflexion et d'écriture. Et je me suis tout de suite senti bien. Et j'ai tout de suite considéré que c'était comme une deuxième famille, surtout à un moment où ma famille, mes relations, comme j'ai expliqué pour le texte que j'ai déposé chacun à sa façon, les relations avec certains de mes frères et sœurs se sont dégradées. Donc je me retrouvais bien, et là, il faut que je cite l'anecdote. En Écosse, on appelle le fils aîné, on l'appelle le big-in, c'est le substitut du père quand le père n'est pas là. Et quand j'ai rencontré Philippe le Jeune, qui m'impressionnait beaucoup, mais qui m'a tellement dit de belles choses tout à fait simples et naturelles, que c'est devenu vraiment comme un frère. Donc je me suis amusé à l'appeler, en référence à la philosophie chinoise du yin et du yang, je l'appelle mon Big Yang. Mon Big Yang, Philippe, c'est la face claire, la face claire des choses. Et le Big Yin, c'était la face obscure de tous ces problèmes qu'il y avait dans la famille. Donc voilà, mon Big Yin et mon Big Yang. Mon Big Yin est décédé, malheureusement. Je souhaite longue vie au Big Yang. L'hymne de l'APA. Yesterday. Bonjour Martine. Enfin, tu as accepté de jouer au portrait croisé. Oui, donc voilà, faut que je m'y mette. Ça me met la pression parce que moi je suis pas vidéaste professionnel. Donc on va s'amuser. Alors toi, dis-moi donc, comment tu as atterri à l'APA et quand? Eh bien, écoute, je crois que quand j'ai pris ma retraite, je m'étais toujours dit que j'écrirais une autobiographie. Alors, je me suis renseignée sur l'autobiographie, évidemment. Je suis tombée sur l'APA, je suis tombée sur Philippe le Jeune, j'ai lu pas mal de bouquins et je me suis dit, tiens, c'est pas mal. Et il se trouve que ma mère, qui à l'époque avait plus de 80 ans, avait écrit justement une autobiographie, la biographie de sa mère. Elle était très très fâchée de voir que personne ne voulait la publier. C'est sûr, hein, les maisons d'édition ne publient pas. Alors, je lui ai proposé de le déposer à l'APA. Donc, on a adhéré toutes les deux, tu vois. Et puis, on a été aux journées de l'APA. Elle est venue avec moi au groupe Libre Paris 4 de Simone Ferradou. Bref, et puis elle a déposé. Et puis moi, un peu plus tard, j'ai aussi déposé un petit texte de l'APA
des souvenirs d'enfance. Un petit texte très léger, hein, pas du tout, il n'y a pas de secret de famille, il n'y a rien, c'est un petit texte gai, plutôt gai. D'ailleurs, Philippe Lejeune a dit lui-même, il n'y en a pas beaucoup des textes comme ça, qui sont déposés à la part. Voilà. Et donc moi j'ai fait ta connaissance, si j'ose dire, à travers tes films. Mais comment es-tu devenu vidéaste officiel de l'APA, si j'ose dire? Officiel, c'est beaucoup dire. Non, en fait, bon... Attitré? Voilà, si tu veux, bon, au début, j'étais une adhérente lambda. C'est vrai que je participais bien à l'atelier de Simone Ferrandi, de Paris 4. Là, je participais bien. C'est un atelier de lecture, d'échange de lecture, d'écriture, etc. Je suis même, comme je disais, venue plusieurs fois avec maman à une époque. Elle a fait ses premiers atelier d'écriture à plus de 80 ans. Mais c'est pas de l'écriture des textes déposés à l'APA, ça? Non, on se donnait des thèmes, et voilà. D'accord. Et j'utilisais mon téléphone portable pour faire mes films de famille. Donc je filmais mes petites filles qui grandissaient, je filmais maman à la maison de retraite, je faisais des films sur mon père avec les archives, les photos, les VHS que j'avais, bref. Et j'aimais beaucoup faire ça. Et puis un jour, Simone Firano m'a dit, mais tu devrais venir au conseil d'administration. Et je trouve que c'est bien d'être au conseil d'administration parce que tu comprends mieux comment la vie de l'APA, ce qui s'y passe, les projets qui participent. Que quand tu es simplement adhérent, tu sais un peu moins comment ça se passe. Donc ça m'a beaucoup intéressée. Et je me suis dit, je vais faire des films maintenant pour me mettre sur le site de l'APA, qui est très bien, mais que je trouvais un peu austère. Donc voilà. Donc j'ai commencé à faire un film sur Elsa Génard, qui était une chercheuse qui était venue à la Grenette à l'APA. Après, j'en ai fait d'autres sur Marie-Adeline, j'en ai fait d'autres sur... Je suis en train d'en faire plusieurs là, et donc ils sont mis sur le site de l'APA et ça me plaît bien. Et là j'ai le projet de faire un plus long film à l'occasion de l'anniversaire des 30 ans de l'APA. Qu'est-ce que tu me disais à propos de la comparaison entre l'écriture et le film? Pour moi, écrire est quelque chose de difficile. J'écris jamais bien en premier jet, il faut que je retravaille. C'est quelque chose de fastidieux. Et alors que le film, filmer pour moi c'est un vrai plaisir. Un plaisir de découvrir des gens. Déjà pour filmer, il faut entrer en contact avec les gens, il faut rencontrer les gens. Ça, je m'en suis rendu compte. Et leur faire dire des choses qu'ils n'auraient peut-être pas dit à un autre moment. Donc ça, pour moi, ça me plaît vraiment. Beaucoup plus que l'écriture. C'est pour ça que j'ai écrit aussi des carnets de voyage, j'ai écrit... je me souviens, j'avais présenté un carnet de voyage à une journée de l'APA sur les carnets de voyage, justement, que Marie-Hélène Roch m'avait demandé de le retranscrire, et puis je l'avais questionné, tu sais, un peu à la Nathalie Sarraute, en me moquant de ce que j'écrivais, etc. Là, c'est pas bien. Enfin bref, bon, ça m'avait amusé aussi, mais je les ai pas déposés, ces carnets. Qu'est-ce qui te plaît à l'APA? C'est ma famille d'esprit, en fait. Voilà. Parce que je me suis toujours... j'étais enseignante, je me suis toujours intéressée aux gens de peu, aux gens ordinaires, aux gens qui ont des difficultés. Pour moi, c'était important de leur apporter quelque chose. Et je trouve que l'APA, justement, elle est tout à fait dans cette philosophie de s'intéresser aux gens ordinaires, aux gens qui ont une vie peut-être modeste, mais plein de choses à dire et leur permettre d'être lus. Comme toi, je me sens bien à l'APA. On ne cherche pas à se mettre en avant, on cherche plutôt à mettre en avant les autres. Alors la question, non pas qui tue, mais qu'il faut poser. Tu as eu la gentillesse de ne pas me la poser. Parce que j'aurais été embêté pour répondre, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? L'avenir de l'APA? C'est une question difficile d'ailleurs. Je crois que l'APA a beaucoup réfléchi. Elle a fait faire un audit pour essayer de trouver des solutions pour se développer. Parce que de fait, les adhérents restent à peu près stables. Comme l'APA ne vit que sur ses ressources propres, il y a très peu de finances, il y a quelques aides mais minimes, eh bien, il faut trouver un moyen. Il y a une généreuse donatrice quand même. Oui, mais bon, si tu veux,
moi, du coup, comme je sens que l'APA est fragile et que je trouve que c'est dommage, c'est une tellement belle institution, j'y crois, je l'aime. C'est pour ça que je me suis impliquée finalement dans la vidéo, parce que je me suis dit, bon, bah, peut-être que c'est un média que les jeunes vont peut-être regarder plus. Donc, Mais s'ils voient que des vieux comme nous, c'est une vraie question ça, le rajeunissement des membres de l'APA. Ah, voilà. est-ce qu'il il a sonné la fin là, non? L'avenir, c'est le coq. C'est Chang. C'est un coq que j'ai appelé Chang. Ah oui. Eh ben merci Martine. Je t'en prie. Au revoir. C'est un plaisir.